Quelle est la place de l'imaginaire dans le siècle scientiste? Découverte du vaccin contre la rage par Pasteur, invention du télégraphe par Graham Bell, mise au point du cinématographe par les frères Lumière, apparition de la photographie. Le XIXe siècle est propice aux avancées scientifiques et techniques. C'est dans ce contexte qu'apparaît le courant de pensée scientiste. Né du positivisme d'Auguste Comte, qui considère que seuls les faits expérimentés ont une valeur universelle, le scientisme se caractérise par sa confiance absolue en la science, discipline qui serait capable de résoudre tous les problèmes, d'élucider tous les mystères, servir de religion de substitution face à des mythes bibliques qui ne peuvent être prouvés. Certains artistes de ce siècle, baignant dans cette ambiance de savoir et d'avancées techniques, se renouvellent et trouvent des nouveaux sujets à traiter, avec parfois des nouveaux moyens. D'autres veulent s'éloigner de ce bouillonnement et s'échapper par leur esprit de créativité. Les avancées techniques de ce siècle se caractérisent dans le champ artistique par l'apparition de nouveaux moyens de création d'images, la photographie et le cinéma. On attribue la paternité de la première photographie à Nicéphore Niepce en 1816. En 1839, Louis Daguerre présente son daguerréotype. Il réalise le premier procédé photographique suffisamment élaboré et fiable pour être commercialisé. Le succès est immédiat. En 2 ans sont vendus à Paris plus de 2000 appareils. C'est le début de ce qu'on a appelé la daguerréotypomanie. Les artistes sont influencés par le succès commercial de la photographie. Des peintres comme Caillebotte peignent des scènes urbaines avec un point de vue innovant. D'autres utilisent ce nouveau procédé technique pour produire des œuvres d'un tout nouveau cachet. Le portrait photographique commence à prendre le pas sur le portrait peint. Les célébrités du siècle comme Charles Baudelaire, Victor Hugo, Gustave Doré et Jules Verne se font tirer le portrait par le photographe le plus prolifique à ce moment, Gaspard Félix Tournachon, dit Nadar. Il érige la photographie au rang d'art. À mi-chemin entre le cinéma et la photographie se situe le praxinoscope, le zootrope, bref, tous ces moyens d'obtenir une séquence animée grâce à un jeu optique. C'est une occasion de donner vie à des scénettes propices à l'imaginaire. Le cinéma n'est plus qu'à un pas. Les frères Lumière déposent le brevet de leur cinématographe en 1895 et leur premier grand succès est l'arrivée en gare de la Ciotat. L'un des premiers à avoir utilisé le cinéma pour faire de la fiction est Georges Méliès. Considéré comme le créateur du trucage, ses films enchanteurs, comme Le Voyage dans la Lune en 1902, font rêver les spectateurs de l'époque. Son film est librement inspiré du roman De la Terre à la Lune de Jules Verne. Ses voyages extraordinaires, compilation d'œuvres fantastiques, conjuguent la rigueur d'une documentation scientifique et impressionnante et l'imaginaire poétique. Les aventures dépeintes dans ces romans impliquent souvent des machines inventées, qu'elles soient volantes ou à remonter le temps. Ces textes ont donné lieu à des interprétations graphiques riches, le plus souvent gravées. Mais revenons à la peinture. Dans le contexte de fin de siècle se tient l'Exposition universelle de Paris, en 1889. Avec elle apparaît la Tour Eiffel. D'abord décriée par les Parisiens, elle devient au fil du temps l'un des symboles de la France. Les artistes essayent de capter l'effervescence technique du XIXe, en peignant les gares, comme le fait Monet, ou la Tour Eiffel, comme Seurat. Ce dernier peint en juxtaposant des points de couleur pour créer un mélange optique. Pour mettre au point cette technique, il s'inspire de traités scientifiques consacrés au phénomène optique. Cette technique sera appelée le pointillisme. Dans ce contexte de siècles de grandes découvertes et de grandes expéditions, certains artistes prennent donc acte du progrès qui stimule leur imaginaire. Mais d'un autre côté, face à l'avancée technique de leur siècle, il y a des artistes qui sont contre cette vision du monde marquée uniquement par la science objective et la rationalité, et qui veulent s'échapper d'une société mécanisée par le biais du rêve et de l'exotisme. Le symbolisme est un mouvement artistique qui utilise des images et des métaphores pour suggérer les états d'âme et pour introduire les idées abstraites sans les expliciter vraiment,
alors que la pensée logique reste ancrée dans le réel. Le symbolisme ne s'adresse pas au regard de l'homme, mais à son esprit, à son imaginaire et à ses rêves. Jean Moréas en rédige le manifeste en 1886, tandis qu'Aurier, en 1891, définissait l'œuvre d'art symboliste comme idéiste, symboliste, synthétique, subjective et décorative. Gustave Moreau est considéré comme le précurseur de ce mouvement. Nourri de mythologie ancienne et de fables orientales, il peint des tableaux raffinés où aucun élément n'est là par hasard. Gauguin, de son côté, réfléchit à la symbolique des lignes, des chiffres et des couleurs. Il va chercher à Pont-Aven, puis en Polynésie, les mystères que lui refuse Paris, loin de la ville mécanisée et déshumanisée. Le symbolisme est regroupé au sein du post-impressionnisme, au même titre que les nabis. Les artistes nabis cherchent à revenir à des voies plus spirituelles, au contact de philosophie et de doctrines nouvelles venues d'Orient, ou alors teintées d'ésotérisme. Ils veulent redonner une âme à la peinture, en s'éloignant du naturalisme et de l'académisme, et donc de la contrainte imitative de la peinture. Les nabis refusent le réalisme et recherchent la simplification des formes et des couleurs. Tandis que Paul Sérurier et Maurice Denis s'inscrivent dans la continuité de l'école de Pont-Aven, Pierre Bonnard, Félix Vallotton et Édouard Vuillard s'inspirent des estampes japonaises teintées d'une imagerie exotique, libérée de la contrainte toute occidentale, de la représentation juste de l'espace. Dans une société française en proie à une technisation croissante, les nabis veulent non seulement retrouver le caractère sacré de la peinture, mais aussi provoquer un nouvel élan spirituel au moyen de l'art. Le XIXe siècle apparaît donc comme une époque partagée entre l'avancée scientifique et technique d'une part, et la spiritualité de l'autre. Le monde de l'imaginaire y trouve tout de même sa place. On y rêve de voyages dans l'espace, on va puiser de l'inspiration dans des pays exotiques. La photographie est élevée au rang d'art, sans pour autant prendre le pas sur la peinture, qui restera un moyen de création des plus propices à l'expression, à l'aube du siècle de l'exploration de l'inconscient et de l'hyper-technisation du monde.